Ce mardi d'octobre, le ciel new-yorkais était lourd. Des nuages gris annonçaient la pluie et un vent d'automne mordant fouettait les rues de Manhattan. Au 47e étage de la tour Baek, Nila Carter disposait les documents sur son bureau avec une précision chirurgicale. Chaque feuille avait sa place, chaque stylo était parfaitement aligné. 18 mois passés à travailler pour Ha-Joon Baek lui avaient appris que la perfection n'était pas une option, mais une question de survie. À 28 ans, Nila s'était forgé la réputation d'assistante de direction la plus efficace de Wall Street. Son teint hâlé et éclatant, ses cheveux bouclés toujours impeccablement coiffés en chignon et ses yeux en amande perçants lui conféraient une présence remarquable. Mais ce qui la distinguait véritablement, c'était sa capacité à anticiper le moindre besoin de son patron, avant même qu'il ne l'exprime. Ha-Joon Baek était une énigme. Un personnage à la fois mystérieux et mystérieux. Grand, les cheveux noirs parfaitement coiffés, le regard perçant et la mâchoire anguleuse rarement expressive, il régnait d'une main de fer sur son empire industriel et ses activités clandestines. À 35 ans, il était le PDG le plus jeune et le plus redouté de la ville. Peu savaient que Baek Industries n'était qu'une façade pour des opérations bien plus obscures, liées à la mafia coréenne que son défunt père avait fondée. Nila était en train d'examiner le rapport trimestriel lorsque la réceptionniste entra, un bouquet somptueux à la main. Des roses rouges, au moins 3 douzaines, étaient arrangées avec des lys blancs et enveloppées dans du papier de soie argenté. « Pour vous, Nila », dit la réceptionniste avec un sourire curieux. Quelqu'un a un admirateur secret. Le cœur de Nila s'emballa, mais elle garda une expression neutre. Mettez-le là, merci. Dès que la réceptionniste fut partie, Nila ouvrit la petite carte attachée aux fleurs. L'écriture était élégante, masculine. Ton sourire illumine même les jours les plus gris. Avec toute mon admiration, monsieur, Nila passa mentalement en revue sa vie sociale, qui était pratiquement inexistante. Elle ne fréquentait personne. Elle n'avait pas le temps. Son travail pour Ha-Joon Baek lui prenait 80 heures par semaine, et elle consacrait le reste à essayer de préserver un semblant de vie personnelle. La porte du bureau de direction s'ouvrit avec un léger clic. Ha-Joon entra d'un pas mesuré, ses chaussures Oxford italiennes claquant à peine sur le marbre. Il portait un costume gris foncé qui coûtait sans doute plus cher que le loyer mensuel de Nila. Son regard parcourut la pièce comme toujours, scrutant chaque détail, puis s'arrêta. Il se figea sur les fleurs. « Bonjour, monsieur Baek », salua Nila en se levant automatiquement. « Votre café est prêt et la réunion avec les investisseurs japonais a été reprogrammée à 14 heures. » Ha-Joon ne répondit pas. Il s'approcha de sa table avec une lenteur prédatrice. Les yeux rivés sur le bouquet comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. « Qui vous a offert ces fleurs ?» La voix était basse, trop contrôlée. « Un admirateur apparemment. » Nila essaya d'avoir l'air détaché, mais quelque chose dans sa posture la rendait méfiante. En 18 mois, elle avait appris à décrypter ses nuances, la tension de ses épaules, la façon dont sa mâchoire se crispait. « Qui ?» répéta Ha-Joon, la regardant maintenant droit dans les yeux. Ses yeux sombres la désarmaient toujours. Il y avait quelque chose en eux, une intensité qui lui retournait l'estomac d'une manière qu'elle refusait d'analyser. Je ne sais pas. Il y a juste écrit M sur la carte. Nila montra le petit morceau de papier. Ha-Joon lui arracha la carte des mains, leurs doigts se frôlant un instant. Il lut le message, et une lueur menaçante traversa son visage. D'un geste brusque, il froissa la carte dans sa paume. « Jetez-les », ordonna-t-il en désignant les fleurs. « Désolé ? Les fleurs. Jetez-les à la poubelle, maintenant. » Nila cligna des yeux, surprise. « Monsieur Baek, avec tout le respect que je vous dois, ce ne sont que des fleurs. Je ne vous ai pas demandé votre avis, Madame Carter. » La froideur de sa voix était glaciale. « Jetez-le !» Un instant, le silence entre eux vibra d'une tension inexprimée. Nila sentit la colère bouillonner en elle. Colère d'être traitée comme un objet, colère face à cet ordre arbitraire, colère de sentir son cœur s'emballer alors même qu'il la regardait comme si elle lui appartenait. « Non !» dit-elle calmement. Les yeux de Ha-Joon s'écarquillèrent, une réaction rare. Personne n'osait le défier. Jamais. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»
J'ai dit non, monsieur. Nila garda le menton relevé. C'était un cadeau. Si cela vous dérange, je peux les emporter chez moi, mais je ne vais pas les jeter simplement parce que vous passez une mauvaise journée. L'air entre eux se chargea d'électricité. Hajun s'avança, empiétant sur son espace personnel. Il était grand, bien plus d'1,80 m, et Nila dut incliner la tête pour croiser son regard. Elle sentait la chaleur qui émanait de lui, le parfum masculin et coûteux qu'il portait, l'intensité même qu'il dégageait. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais », murmura-t-il d'une voix dangereusement basse. « Alors expliquez-moi. » Son regard le défiait. Pendant un long moment, Hajun la fixa du regard. Puis, sans un mot, il se retourna et entra dans son bureau, en claquant la porte avec une telle force que les murs en vibrèrent. Nila expira le souffle qu'elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle retenait. Ses mains tremblaient, elle contempla les fleurs, belles, innocentes, et se demanda pourquoi elles avaient provoqué une telle réaction. Dans son bureau, Hajun posa les mains sur le bureau en acajou, tentant de contenir la fureur qui le consumait. De la jalousie, une jalousie pure et irrationnelle. Il savait que c'était ridicule, il savait qu'il n'en avait pas le droit, mais voir ces maudites fleurs sur son bureau était comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant 18 mois, Hajun lutta contre ses sentiments pour Nila Carter. Elle était son employée, son assistante, hors de portée en somme. Mais la façon dont elle souriait aux autres au bureau, son rire mélodieux qu'elle ne lui adressait jamais, son intelligence vive qui rivalisait avec la sienne, tout cela finit par le consumer. Et maintenant, quelqu'un, un imbécile nommé M, lui envoyait des fleurs. Hajun décrocha le téléphone et composa un numéro que peu de gens connaissaient. « Jean, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose. Je veux savoir qui a envoyé des fleurs à la tour Baek aujourd'hui. Des roses rouges, destinataire, Nila Carter. Et Jean, je veux le nom avant la fin de la journée. » Il raccrocha et regarda par la baie vitrée, contemplant la ville qu'il gouvernait secrètement. Une chose était sûre, qui que soit M, il avait commis une erreur fatale. Personne n'a touché à ce qui lui appartenait. Et Nila Carter, qu'elle le reconnaisse ou non, lui appartenait depuis longtemps. La pluie commença à tomber à 18 heures. Nila regardait les gouttes glisser le long de la vitre du 47e étage, fascinée par le motif chaotique qui s'y déroulait. Le bureau était silencieux. La plupart des employés étaient partis depuis des heures, mais elle et Hajun étaient restés, comme toujours. C'était leur routine. Ils travaillaient tard, elle restait jusqu'à ce qu'il la congédie. « Madame Carter », sa voix résonna dans l'interphone. « Mon bureau, maintenant !» Nila prit sa tablette et entra. Hajun se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, observant l'orage qui se préparait au-dessus de Manhattan. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra. « Asseyez-vous ». Elle s'installa dans le fauteuil en cuir face à son bureau, croisa les jambes et attendit. Le silence s'éternisa, un de ses jeux psychologiques préférés. « J'ai découvert qui a envoyé les fleurs », finit par dire Hajun toujours de dos. Marcus Chen, avocat d'affaires. Il travaille au 34e étage. Nila fronça les sourcils. Marcus Chen? Elle le connaissait à peine. Ils avaient brièvement échangé quelques mots dans l'ascenseur, quelques sourires polis à la cafétéria. Rien qui justifiât des fleurs. « Je ne sors pas avec lui », a-t-elle déclaré. « Je sais. » Hajun se retourna enfin, et l'intensité de son regard lui fit déglutir difficilement. « Mais il veut sortir avec toi. Il a déjà posé des questions sur toi à d'autres employés, ta pause café préférée, ton emploi du temps, si tu es en couple. » Un frisson parcourut l'échine de Nila, et ce n'était pas entièrement de la peur. « Comment le sais-tu » Hajun s'approcha d'elle à pas lents et déterminés. Il s'appuya sur le bord de la table, se tenant dangereusement près d'elle. « Parce que je tiens à tout savoir de ce qui se passe dans cet immeuble, surtout quand tu es impliqué. » Le cœur de Nila battait la chamade. « Monsieur Baek, Hajun, » la corrigea-t-il doucement. « Quand nous sommes seuls, tu peux m'appeler Hajun. » « Bon, ce n'est pas approprié. »« Rien de ce que je ressens pour toi n'est approprié, Nila. » Son nom s'échappa de ses lèvres comme une caresse, et elle sentit une douce chaleur lui monter au cou. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça, » murmura-t-elle, mais elle ne bougea pas. « Pourquoi ?» Hajun inclina la tête, l'observant comme un prédateur observe sa proie. « Parce que je suis votre chef,
Parce que je transgresserai toutes les règles éthiques de l'entreprise ou parce que vous partagez ce sentiment et que cela vous fait peur? Nila se leva brusquement, créant une distance entre eux. Tu dépasses les bornes. Oui, je le suis, admit-il sans hésiter. Et je le serai encore plus quand je vous dirai que je ne veux pas que vous acceptiez quoi que ce soit de Marcus Chen. Ni fleurs, ni invitation, ni conversation. Vous n'avez pas le droit de... Je sais. Ha-Jun passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Je sais que je n'ai droit à rien. Tu ne m'appartiens pas. Mais dis-moi, Nila, il fit un pas en avant, réduisant la distance qu'elle avait créée. Tu le ressens aussi, ce quelque chose entre nous qui défie toute logique? Nila avait envie de mentir. Elle devait mentir. Mais lorsqu'elle plongea son regard dans le sien, ses yeux sombres emplis d'un désir non dissimulé et de quelque chose de plus profond, de plus dangereux, les mots restèrent coincés dans sa gorge. Je ne peux pas. Son téléphone sonna, brisant l'instant. Ha-Jun répondit d'un grognement irrité. Quoi? La voix à l'autre bout du fil était urgente. Le visage de Ha-Jun se figea. Quand? Où est-il? Non, je m'en occupe personnellement. Il raccrocha et regarda Nila avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, sombre, menaçante. « Rentre chez toi, Nila. Maintenant. Ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas. Votre chauffeur vous attend au sous-sol. Je prends le métro. Pas aujourd'hui. » Sa voix ne laissait place à aucune discussion. Jin la ramènera chez elle. Et Nila? Il lui prit doucement le bras lorsqu'elle passa devant lui. « Ferme ta porte à clé. N'ouvre à personne que tu ne connais pas. » La peur finit par la submerger. « Ha-Jun, tu me fais peur. » Un voile s'est levé sur son regard. Il a levé la main et, pour la première fois en 18 mois, a touché son visage. Ses doigts ont caressé sa joue avec une tendresse qui contrastait violemment avec sa personnalité. « Je ne laisserai jamais rien t'arriver, » murmura-t-il. « Jamais. » Nila était dans son appartement du Bronx depuis à peine 20 minutes, lorsqu'on frappa à sa porte. Elle regarda par le Judas et vit Marcus Chen tenant un autre bouquet de fleurs. Elle eut un haut le cœur. Elle ne lui avait pas donné son adresse. Comment savait-il où elle habitait? Nila, je sais que tu es là, appela Marcus, sa voix étouffée par la porte. Je veux juste te parler 1 minute. Elle décrocha le téléphone, mais avant qu'elle puisse composer un numéro, une autre silhouette apparut derrière Marcus dans le couloir. Grande, vêtue de noir, elle se déplaçait avec la grâce mortelle d'un prédateur, Ha-Jun. Nila regarda par le Judas tandis que Ha-Jun posait la main sur l'épaule de Marcus. L'avocat se retourna, surpris, puis son visage pâlit lorsqu'il reconnut qui l'avait trouvé. « Monsieur Baek, j'étais juste, je sais exactement ce que vous faisiez. » La voix de Ha-Jun était douce, mais chargée de menaces. « Et maintenant, vous allez m'expliquer comment vous avez obtenu l'adresse personnelle de mon assistante de direction. J'ai des amis au service des ressources humaines. » « C'est moi, » le corrigea Ha-Jun, « parce que celui qui a donné ces informations n'aura plus de travail demain, tout comme toi. Vous ne pouvez pas me licencier parce que j'aime quelqu'un. Je pourrais te licencier pour harcèlement, atteinte à la vie privée et violation de données confidentielles de l'entreprise. » Ha-Jun s'approcha, et même à travers la porte, Nila sentit la menace qui émanait de lui. « Mais je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi ?» Marcus secoua la tête, terrifié. « Parce que si je vous renvoie, vous quitterez cet immeuble et vous pourrez continuer à penser à elle. Vous pourrez continuer à essayer de la joindre. » Ha-Jun esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Alors, à la place, vous serez muté à notre bureau de Séoul, demain, et vous y resterez indéfiniment. C'est clair? Séoul, je ne peux pas, ma vie est ici, ta vie est là où je la décide. » Le masque de civilité de Ha-Jun s'effondra complètement. « Et si je te revois près d'elle, où que ce soit, quelles que soient les circonstances, tu ne t'en tireras pas à si bon compte. C'est clair ?» Marcus laissa tomber les fleurs et dévala le couloir en courant. Ha-Jun attendit qu'il disparaisse, puis se tourna vers la porte de Nila. « Je sais que tu m'écoutes. Ouvre la porte. » Nila hésita, puis déverrouilla et ouvrit la porte. Ha-Jun entra sans y être invité, refermant la porte derrière lui et verrouillant les 3 loquets. « Comment êtes-vous arrivé ici si vite ?» demanda-t-elle, encore sous le choc de ce qu'elle venait de voir. « Je l'ai suivi. »« M'avez-vous suivi ?» Jin conduisait,
Je la suivais de près. Ha-Jun inspecta son petit appartement, fonctionnel, propre mais modeste. Son regard s'attarda sur les photos de famille au mur, les plantes sur le rebord de la fenêtre, les livres empilés sur la table basse. Tu vis seul. Essayez. Ce bâtiment n'est pas sécurisé. Mais c'est tout ce que je peux me permettre. Ha-Jun se tourna vers elle et Nila vit quelque chose se dessiner sur sa mâchoire. De la colère, de la frustration. Tu travailles 80 heures par semaine pour moi et tu vis toujours dans un endroit sans sécurité adéquate. Ha-Jun, il y a des appartements vacants dans la tour Baek, résidentiels, au 45e étage. Vous allez emménager dans l'un d'eux. Je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas toi qui décides. Nila sentit la colère monter en elle. Tu ne peux pas contrôler ma vie comme ça. Tu contrôles déjà mes horaires de travail, les personnes que je peux fréquenter, et maintenant tu veux contrôler où je vis? Oui, dit-il simplement, parce que cet imbécile a obtenu votre adresse. Et s'il l'a obtenue, d'autres peuvent l'obtenir aussi. Et je ne vais pas mettre votre sécurité en danger à cause de votre fierté. Ma fierté? Nila laissa échapper un rire amer. Tu crois que c'est une question de fierté? C'est une question d'autonomie, Ha-Jun, de ne plus être quelque chose qui t'appartient. Il réduisit la distance qui les séparait en 2 pas, ses mains encadrant son visage. Si je te possédais, Nila Carter, tu le saurais, car tu ne dormirais pas seul dans cet appartement vide. Tu serais dans mon lit, où je passerais chaque nuit à te prouver combien tu comptes pour moi. L'air lui manqua. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas. Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose, murmura-t-il en caressant sa lèvre inférieure du pouce. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne penses pas à moi quand tu es seul, que tu ne te demandes pas ce que ce serait. Dis-le et je partirai, je garderai mes distances. Mais si tu n'y arrives pas, il se pencha plus près, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Alors arrête de lutter. Nila aurait dû reculer. Elle aurait dû le repousser. Elle aurait dû faire 1000 autres choses que ce qu'elle a fait, se rapprocher et l'embrasser. Le baiser fut explosif. 18 mois de tension latente, de regards volés, de frôlements accidentels, tout culmina en cet instant. Ha-Jun l'attira contre lui, ses mains glissant vers ses cheveux, défaisant son chignon et laissant ses boucles retomber librement. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, ils étaient tous deux essoufflés. « Ça change tout », murmura Nila. « Je sais ». Ha-Jun posa son front contre le sien. « Et ça m'est égal. » Mais son téléphone sonna de nouveau. Une mélodie particulière qui le fit se tendre tout entier. « Merde » marmonna-t-il en répondant. « Oui? Quand? Combien? J'arrive » Il raccrocha et regarda Nila avec regret et une pointe de crainte. « Je dois y aller. Il y a une situation que je dois régler. » Quel genre de situation? Ha-Jun hésita et Nila aperçut le conflit intérieur dans ses yeux. Que révéler, que cacher? Finalement, il dit « Ce qui me rappelle pourquoi tu mérites mieux que moi. » Il l'embrassa sur le front, puis partit, laissant Nila seule dans son appartement, les lèvres gonflées, le cœur battant la chamade et la certitude absolue qu'elle venait de franchir une ligne de non-retour. Pendant 3 jours, Nila n'a pas vu Ha-Jun. Il a annulé toutes ses réunions, n'a pas répondu à ses appels et n'a envoyé que de courts messages via Jin. Urgence professionnelle. Je reviens bientôt. Le bureau semblait vide, sans sa présence imposante. Nila essayait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à ce baiser, à la sensation de ses mains dans ses cheveux, au goût du danger et de la promesse sur ses lèvres. Mercredi matin, elle arriva au bureau et trouva une épaisse enveloppe sur son bureau. À l'intérieur se trouvait une clé, un contrat de location et une carte portant l'écriture anguleuse de Ha-Jun. 45e étage, appartement 405-502. Non négociable, pas de discussion. Le déménagement est prévu pour ce samedi. Agis. Nila froissa le papier, furieuse, autoritaire, arrogante, impossible. Madame Carter, la réceptionniste apparut à la porte. Une femme souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. Elle s'appelle Sarah Chen. Ce nom de famille figea Nila. Chen? La sœur de Marcus Chen, précisa la femme en entrant. Elle était petite, environ 1,68, avec des cheveux noirs courts et les yeux rougis par les larmes. Je vous en prie, je dois vous parler de mon frère. Nila congédia la réceptionniste et ferma la porte. Asseyez-vous. Que s'est-il passé?
Marcus a disparu. Sarah serra son sac à main entre ses doigts. Il y a 3 jours. Personne ne sait où il est. La dernière chose qu'il a faite, c'est de m'envoyer un texto disant qu'il avait des problèmes au travail et qu'il devait quitter la ville. Mais il ne ferait jamais ça. Il ne ferait jamais ça sans prévenir notre mère. Elle est malade. Il prend soin d'elle. La culpabilité lui tordait les entrailles. Sarah, je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas comment je peux t'aider. Vous travaillez pour Hajun Beck. Sarah se pencha en avant, désespérée. Mon frère m'a dit que monsieur Beck l'avait confronté. À votre sujet, je vous en prie, dites-moi ce qui s'est passé. La police ne veut rien faire car, techniquement, il a envoyé un message. Mais je connais mon frère. Il y a quelque chose qui cloche. Nila sentit son sang se glacer. Hajun avait dit qu'il transférerait Marcus à Séoul, pas qu'il disparaîtrait. À moins que je vais découvrir ce qui s'est passé, promit Nila, même si elle ne savait pas si elle pourrait tenir sa promesse. Laisse-moi ton numéro. Après le départ de Sarah, Nila a essayé d'appeler Hajun. Elle est tombée directement sur sa messagerie vocale. Elle a alors appelé Jin. « Où est-il » demanda-t-elle lorsqu'il répondit. « Madame Carter, je ne peux pas... » « Jin, s'il te plaît. Il s'agit de Marcus Chen. Je dois parler à Hajun maintenant. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, l'entrepôt de Red Hook. « Mais mademoiselle Carter, vous ne devriez pas. » Elle raccrocha et attrapa déjà son sac. Red Hook, à Brooklyn, était un labyrinthe d'entrepôts abandonnés et d'immeubles délabrés. Nila paya le chauffeur Uber et consulta l'adresse que Jin lui avait donnée. Le bâtiment devant elle était fait de briques rouges usées, avec des fenêtres brisées et sans enseigne. Elle aurait dû faire demi-tour. Elle aurait dû appeler la police. Au lieu de cela, elle a poussé la porte latérale qui était entr'ouverte et est entrée. L'intérieur était immense et sombre. Des sons résonnaient des profondeurs, des voix d'hommes, un bruit de bris. Nila suivit la lumière qui filtrait à travers une porte au bout d'un long couloir. Ce qu'elle vit en arrivant à la porte la figea sur place. Hajun se tenait au centre d'un grand hall. Il avait ôté sa veste de costume, sa chemise blanche était tachée de sang. Autour de lui, 6 hommes, manifestement des gardes du corps, maintenaient un homme à genoux. Ce n'était pas Marcus, mais un homme plus âgé, d'origine asiatique, vêtu d'un costume de prix désormais souillé. « Où est mon argent ?» demanda Hajun avec un calme terrifiant. L'homme cracha du sang. « Je ne vous dirai rien. » Hajun soupira, comme déçu par un enfant désobéissant. Il ramassa une barre de fer appuyée contre le mur et la laissa retomber dans sa main. « Sais-tu quelle a été ton erreur, Daeshim ? Ce n'est pas de me voler. Les hommes essaient ça tout le temps. Ton erreur a été de croire que tu pouvais t'enfuir avec 3 millions de dollars qui m'appartenaient sans que je m'en aperçoive. Ton père me devait une faveur. J'ai travaillé pour lui pendant... » La barre de fer s'abattit avec un bruit horrible. L'homme hurla. Nila porta sa main à sa bouche, étouffant un cri. Elle devait partir. Elle avait besoin. Un bras puissant la tira en arrière, une main lui couvrant la bouche avant qu'elle ne puisse crier. « Jin, tu ne devrais pas être ici », murmura-t-il d'un ton pressant en l'éloignant de la porte. Mais c'était trop tard. Hajun s'était arrêté net, la tête lui tournant comme celle d'un prédateur ayant flairé une nouvelle proie. Leurs regards se croisèrent à travers l'entrebâillement de la porte. Tout s'est arrêté. « Libérez-la !» ordonna Hajun d'une voix à la fois mortelle et calme. Jin obéit aussitôt et recula. Hajun s'avança vers Nila d'un pas mesuré, la barre de fer toujours à la main, du sang dégoulinant sur le béton. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix douce mais menaçante. « Marcus Chen !» parvint-elle à dire, gardant une voix calme malgré la peur qui la submergeait. « Il a disparu. Sa sœur est venue me chercher. Elle est désespérée. » Une lueur passa dans les yeux de Hajun. De la culpabilité, des regrets. « Il est à Séoul, exactement comme je l'avais dit. Vivant, en bonne santé, et il travaille dans nos bureaux là-bas. Alors pourquoi n'appelle-t-il pas sa famille? Parce que je lui ai dit de ne pas appeler tant qu'il n'aurait pas compris qu'il y a des limites à ne pas franchir. » Hajun jeta la barre de fer au sol dans un fracas assourdissant. « Il appellera demain, j'en serai sûr. » Et lui, Nila désigna l'homme ensanglanté toujours à genoux. « Entreprise. Hajun, tu dois partir d'ici, maintenant. »
Il lui saisit le bras, sans brutalité mais fermement. « Jin, ramène-la. » Non, Nila se dégagea. « Pas avant que tu me dises la vérité, toute la vérité. » Ha-Jun la fixa longuement, puis son visage se figea, exprimant une résignation silencieuse. « Laissez-les tranquilles, » ordonna-t-il. Les hommes traînèrent la prisonnière dehors. Jin hésita, mais obéit. Une fois seul, Ha-Jun alla se laver les mains à un lavabo crasseux dans un coin. « Mon père a bâti un empire en 2 parties, » commença-t-il sans la regarder. « La partie visible, Baek Industries, les investissements légaux, la technologie, et la partie clandestine, les prêts, le racket, la contrebande. À sa mort, il y a 5 ans, j'ai hérité des 2. Tu es le chef de la mafia, dit Nila, non pas pour poser une question. Oui, il se retourna, la faisant enfin face. Chef de la faction coréenne à New York. Je contrôle les territoires, les opérations, les allégeances. Et oui, il m'arrive d'avoir recours à la violence pour maintenir le contrôle. Cela vous fait peur? Cela devrait? Oui, Ha-Jun s'approcha d'elle. Parce que ce que je ressens pour toi te met directement en danger. Mes ennemis recherchent les faiblesses. Et toi, Nila Carter. Il lui caressa le visage de ses doigts, encore humides, après avoir lavé le sang. Tu serais ma plus grande faiblesse. Alors, laissez-moi partir, murmura-t-elle, même si tout en elle criait de rester. Je n'y arrive pas. Ses yeux noirs brûlaient intensément. J'ai essayé pendant 18 mois. Je me disais que je serais professionnel, que je garderais mes distances. Mais il suffit que tu souris à quelqu'un pour que j'aie envie de lui casser la main. On t'envoie des fleurs et je perds complètement la tête. Tu ne comprends pas, Nila. Je t'ai perdu depuis longtemps. Je ne vous appartiens pas. Non, je sais, et c'est ce qui me rend fou. Ha-Jun recula d'un pas, prenant ses distances. C'est pourquoi tu dois décider. Maintenant, ici, en connaissant toute la vérité sur qui je suis et ce que je fais. Tu peux reprendre ta vie, démissionner si tu veux, et je ferai en sorte qu'il ne t'arrive rien de mal. Ou, soit tu restes, avec moi, en sachant que ta vie ne sera plus jamais normale, qu'il y aura du danger, que je suis un homme violent qui a bâti son pouvoir sur le sang et la peur, mais aussi en sachant que je te protégerai au péril de ma vie, que tu seras ma priorité absolue, avant tout, avant les affaires, avant l'empire, avant ma propre sécurité. Le cœur de Nila battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Toute sa raison lui criait de fuir. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la logique. Quelque chose qui avait germé au cours des 18 derniers mois, passés à travailler à ses côtés, à entrevoir l'homme derrière le masque. « J'ai besoin de temps », a-t-elle finalement dit. La déception se peignit sur son visage, mais il acquiesça. « Tu as jusqu'à demain. Jin gardera ta porte cette nuit, juste pour s'assurer que tout est en sécurité. »« Ah, Jun, va-t'en, Nila, avant que je change d'avis et que je t'enlève. » Il esquissait un sourire, mais Nila vit la vérité dans ses yeux. Il y réfléchissait vraiment. Elle est partie, mais une chose était sûre. Sa vie avait déjà basculé à jamais. La seule question était de savoir si elle aurait le courage d'accepter ce changement ou de le fuir. Nila ne dormit pas cette nuit-là. Assise près de la fenêtre de son appartement, elle observait Jin, qui se tenait discrètement de l'autre côté de la rue, gardien silencieux face à des menaces qu'elle n'était même pas sûre de comprendre pleinement. À 6 heures du matin, elle a pris une décision. Elle enfila sa plus belle tenue, une robe bleue marine que Ha-Jun avait un jour dévisagée un peu trop longtemps, et commanda un Uber. Non pas pour le bureau, mais pour le domicile de Ha-Jun, une adresse qu'elle avait trouvée des mois auparavant dans des dossiers confidentiels lors d'une vérification des antécédents. Elle savait que c'était mal, mais à l'époque, elle s'était justifiée par une simple précaution professionnelle. L'appartement terrasse se trouvait à Tribeca, dans l'un des immeubles les plus prestigieux de Manhattan. Le portier l'a reconnue. Ha-Jun avait apparemment prévenu le personnel et l'a laissé monter sans poser de questions. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le penthouse, Nila découvrit Ha-Jun debout près des baies vitrées, vêtu seulement d'un pantalon de survêtement gris et tenant une tasse de café. Il était clair qu'il n'avait pas dormi non plus. Il avait des cernes sous les yeux et sa posture était moins assurée que d'habitude.
C'est vous qui avez décidé, dit-il sans se retourner. Essayez. Il la regarda alors, et une vulnérabilité à vif traversa son visage. Et Nila traversa l'espace ouvert, tout en nuances de gris, de noir et de blanc, minimaliste et élégant, jusqu'à se retrouver face à lui. J'en ai les moyens. L'espoir illumina ses yeux. Dis-moi, premièrement, tu promets de ne jamais me mentir. Aussi laide que soit la vérité, je veux la savoir, je le promets. Deuxièmement, quand tout cela sera terminé, parce que les hommes comme toi ont toujours une date de péremption, tu me laisseras partir sans drame, sans menace, sans transformer cela en quelque chose de laid. Une douleur fulgurante lui traversa le visage. Ça ne va pas finir. Ha-Jun, très bien. Si jamais tu veux partir, je te laisserai faire. La promesse sortit difficilement, comme si l'on essayait d'arracher un morceau de verre d'une plaie. Prochaine condition. Troisièmement, je ne vais pas vivre dans la tour Baek. Si on doit faire ça, faisons-le correctement. Je trouverai mon propre logement, je paierai mon propre loyer et je conserverai mon indépendance. Non négociable, a-t-il immédiatement déclaré. Votre sécurité est... Alors, assurez ma sécurité où que je sois. Mais je ne serai pas traité comme une maîtresse dans un appartement que vous contrôlez. Ha-Jun l'observa, puis hocha lentement la tête. Très bien, j'approuve le bâtiment. Et je prendrai en charge les frais de sécurité supplémentaires. Très bien. Nila prit une profonde inspiration. Et quatrièmement, je continuerai à travailler comme votre assistante. Je ne sacrifierai pas ma carrière pour vous. Nila, si mes ennemis découvrent notre existence, tu seras en danger. Alors ne les laisse pas découvrir. Elle leva le menton. Tu es le grand patron de la mafia, n'est-ce pas? Trouve un moyen de garder le secret. Un sourire lent et sincère, le premier vrai qu'elle lui ait jamais vu, se dessina sur ses lèvres. Tu es têtu, toi aussi. C'est pour ça qu'on est fait l'un pour l'autre. Ha-Jun posa sa tasse de café et l'attira contre lui. D'autres conditions? Juste une dernière. Nila posa ses mains sur son torse nu, sentant son cœur battre la chamade sous ses paumes. Tu dois me promettre d'essayer de faire mieux. Je ne te demande pas d'abandonner tout de suite, mais moins de violence, plus d'humanité. Ha-Jun ferma les yeux et posa son front contre le sien. Je ne sais pas si je peux être l'homme que tu mérites. Alors essayez. Pour moi, pour toi, murmura-t-il. Je tenterai n'importe quoi. Il l'embrassa plus lentement cette fois, avec plus d'attention, comme s'il mémorisait chaque seconde. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Ha-Jun la conduisit jusqu'au canapé et la fit asseoir sur ses genoux. « Il y a des choses que tu dois savoir », dit-il en traçant des motifs paresseux sur son dos du bout des doigts. « Si on doit faire ça, des règles pour assurer ta sécurité. Je vous écoute. Ne sors jamais seul la nuit. Tu auras toujours des gardes du corps avec toi. Mais si quoi que ce soit tourne mal, appelle-moi immédiatement. Peu importe l'heure. Peu importe la situation. D'accord. Il y a des gens qui essaieront de vous utiliser contre moi. Des rivaux, des ennemis, même certains de mes propres hommes qui souhaiteraient voir mon empire s'effondrer. Vous devez faire attention à qui vous faites confiance. Je te fais confiance. Ha-Jun la regarda avec une telle intensité qu'elle en eut le souffle coupé. Je ne devrais pas. Mais je vais faire en sorte que cette confiance soit justifiée, même si cela doit me coûter la vie. Elles restèrent ainsi des heures durant, parlant de choses qu'elles n'avaient jamais partagées auparavant. Leur enfance, leurs peurs, leurs rêves. Nila raconta son enfance dans le Bronx avec une mère célibataire qui cumulait 3 emplois. Le fait d'être l'une des rares filles noires de son école de commerce et de devoir faire ses preuves chaque jour dans un monde qui doutait constamment d'elle. Ha-Jun a parlé de son père tyrannique, de la façon dont il a été façonné dès son enfance pour prendre le contrôle d'un empire qu'il ne désirait pas, de la violence dont il a été témoin et qu'il a fini par perpétuer, de la solitude qu'il ressentait au sommet, sans personne en qui il puisse vraiment avoir confiance. Même toi, dit-il en repoussant une mèche de cheveux de son visage. Tu es la première personne depuis des années à me voir autrement que comme un monstre utile ou une menace à éliminer. Tu n'es pas un monstre, dit doucement Nila. Tu fais parfois des choses monstrueuses, mais ce n'est pas la même chose. Vous avez beaucoup confiance en moi. Il faut que quelqu'un l'ait. Le téléphone de Ha-Jun sonna. Toujours cette satanée mélodie urgente. Il vérifia l'identité de l'appelant
et son visage s'assombrit. « Je dois m'en occuper. » Il l'embrassa sur le front. « Reste ici. Jin va apporter le petit déjeuner. »« Ha-Jun, qu'est-ce que c'est ?»« Probablement rien. Mais je dois régler ça. » Il s'habilla rapidement, redevenant le PDG imperturbable que le monde connaissait. « Je serai de retour dans quelques heures, promis. » Mais il ne revint que plusieurs heures plus tard. Alors que le soleil se couchait et que Nila commençait à s'inquiéter sérieusement, Jin entra dans le penthouse avec un visage qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. La peur à l'état pur. « Madame Carter, nous devons partir, maintenant. » « Que s'est-il passé? Où est Ha-Jun? Il est tombé dans une embuscade. Ses rivaux, la faction japonaise, ont découvert votre existence. Des hommes sont en route. Nous devons vous mettre en sécurité. » Nila sentit son sang se glacer. « Ha-Jun est-il blessé? Je ne sais pas. La communication a été coupée il y a 15 minutes. » Jin l'entraîna vers une porte cachée dont elle ignorait l'existence. Mais il a laissé des instructions claires. En cas de problème, je devais te protéger avant tout. Non, Nila se dégagea. Je ne vais pas m'enfuir alors qu'il risque d'être blessé, voire pire. Où était l'embuscade? Mademoiselle Carter. Jin, là? Il hésita, puis soupira. Les docks, entrepôt 12. Mais Nila courait déjà vers l'ascenseur. L'entrepôt 12 était un véritable enfer quand Nila est arrivée. De la fumée s'échappait des fenêtres brisées, des coups de feu résonnaient dans la nuit et des hommes couraient dans tous les sens. Jin a essayé de la retenir dans la voiture, mais elle était déjà partie, courant vers le chaos. « Enwaila !» cria Jin derrière elle, mais elle ne s'arrêta pas. À l'intérieur de l'entrepôt, c'était un véritable champ de bataille. Des conteneurs métalliques servaient d'abri, tandis que deux groupes échangeaient des tirs. Nila aperçut immédiatement Ha-Jun. Il était caché derrière un conteneur, du sang coulant d'une blessure à l'épaule, mais continuait de tirer avec une précision redoutable. « Ha-Jun !» cria-t-elle. Sa tête tourna et une terreur absolue se peignit sur son visage. « Non, Nila, sors d'ici !» Mais c'était trop tard. Un homme de l'autre côté l'aperçut et un sourire cruel se dessina sur son visage. « La fille! Attrapez la fille !» Tout se déroula au ralenti. 3 hommes se tournèrent vers elle. Ha-Jun hurla, surgissant de sa cachette malgré sa blessure. Jin se jeta devant Nila, recevant une balle qui lui était destinée. Et puis Ha-Jun apparut, tel un animal protecteur, se plaçant entre Nila et toute menace. Il se battit comme un démon, non plus le PDG calculateur, mais une force primitive et violente. Lorsque le dernier assaillant tomba, il la prit dans ses bras et s'enfuit de l'entrepôt, Jin titubant derrière eux. La voiture a démarré en trombe, avant même que les portières ne se referment. Ha-Jun, d'une main, pressait son épaule blessée, tandis que de l'autre, il tenait Nila et vérifiait frénétiquement si elle était blessée. « Tu es blessé? Dis-moi que tu n'es pas blessé. »« Je vais bien. Jenna a été touchée par balle. Je survivrai. » murmura Jin depuis le siège avant, en appuyant sur sa blessure à la cuisse. « Mais tu es fou! Fonce droit dans une fusillade! Je te croyais mort !» s'écria Nila à Ha-Jun, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Je pensais t'avoir perdu avant même que tout commence. » Ha-Jun la tira sur ses genoux, sans se soucier du sang qui les tachait tous les deux. « Jamais !» jura-t-il avec véhémence. « Je ne vais nulle part. » « Mais Nila, tu ne peux pas faire des choses pareilles. Tu ne peux pas te mettre en danger à cause de moi. Tu ferais la même chose pour moi. C'est différent. » « Non, ce n'est pas ça. » Elle prit son visage entre ses mains, l'obligeant à la regarder dans les yeux. « Si on doit faire ça, on le fait ensemble, sur un pied d'égalité, en tant que partenaire. Pas toi qui me caches pendant que tu mènes tes combats en solitaire. » Ils ont découvert ton existence, dit Ha-Jun d'un ton sombre. Les Yakuzas, tout change. Ils vont se servir de toi comme cible, comme moyen de pression. Il faut en finir maintenant, avant que la situation ne s'aggrave. Mettre fin à quoi? À nous? Non, il la serra plus fort. La guerre, je dois y mettre fin une fois pour toutes. Les jours suivants, Nila découvrit une facette de Ha-Jun qu'il avait toujours dissimulée. Non pas le PDG ni l'amant, mais le stratège militaire. Il organisait des réunions avec les chefs des autres factions, négociait des alliances et planifiait des attaques coordonnées. Et pour la première fois, il l'a incluse. «
Vous avez un point de vue que mes hommes n'ont pas, expliqua-t-il, lorsqu'elle lui demanda pourquoi elle assistait à une réunion de planification. Vous voyez les choses de l'extérieur. Vous n'êtes pas prisonnière des vieilles méthodes. C'est la suggestion de Nila qui a tout changé. Au lieu d'une confrontation directe, elle a proposé de dénoncer les activités illégales des Yakuza aux autorités, en s'appuyant sur les contacts professionnels légitimes de Ha-Jun. Il s'agissait d'affaiblir l'ennemi de l'intérieur, non seulement par la violence, mais aussi par une stratégie légale. Vous voulez que je travaille avec la police? Ha-Jun semblait choqué. Ne collaborez pas avec eux. Contentez-vous de les orienter vers la bonne personne. Laissez la justice suivre son cours. Vous garderez le contrôle, mais avec moins de sang versé. Ha-Jun l'observa longuement, puis un lent sourire se dessina sur son visage. Tu es brillante. Et tu feras de moi un homme meilleur, ou tu me conduiras en prison, voire les deux. Je parie sur le meilleur. Le plan a fonctionné. En 2 semaines, les principaux chefs Yakuzas ont été arrêtés pour blanchiment d'argent. Un système que Nila avait contribué à mettre au jour grâce à son analyse minutieuse des archives de l'entreprise. Ha-Jun recourait toujours à la force lorsque nécessaire, mais de manière plus chirurgicale et mieux maîtrisée. Et à travers tout cela, ils ont construit quelque chose. Pas seulement une attirance, mais un véritable partenariat. 3 mois plus tard, Nila était dans son nouvel appartement, qu'elle avait choisi dans un immeuble approuvé par Ha-Jun, avec une sécurité discrète qu'elle avait appris à accepter, lorsqu'il apparut à la porte avec une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en le faisant entrer. « Abra. » À l'intérieur se trouvait une clé, non pas d'un appartement, mais manifestement d'un objet important, et un morceau de papier avec une adresse dans le Queens. « C'est un centre communautaire », expliqua Ha-Jun, l'air presque nerveux. Tu avais dit un jour que tu voulais faire quelque chose pour aider les filles du Bronx et du Queens, des filles comme toi qui ont besoin de mentorat et d'opportunités. Alors j'ai acheté le bâtiment. Il est à ton nom. Fais-en ce que tu veux. Nila leva les yeux de sa clé vers lui, les larmes brouillant sa vue. Ha-Jun, tu m'as donné envie d'être meilleur, dit-il doucement en la serrant dans ses bras. Tu m'as montré que le pouvoir ne se résume pas à la domination et à la peur. Il peut s'agir de construire, d'aider les autres. Alors laisse-moi faire cela pour toi. Laisse-moi faire partie de ton héritage, et pas seulement toi du mien. Je t'aime, murmura-t-elle, les mots lui échappant avant même qu'elle ait pu les formuler. Ha-Jun resta complètement immobile. Puis, ses bras l'enlacèrent avec une force presque douloureuse. Répète-le. Je t'aime, Ha-Jun Baek. J'aime l'homme que tu es et l'homme que tu deviens. Je ne te mérite pas. Sa voix était rauque, chargée d'émotion. Mais je vais passer chaque jour de ma vie à essayer de te mériter. Je t'aime, Nila Carter. J'aime ta force, ton intelligence, ton refus de me laisser être moins que ce que je peux être. Ils s'embrassèrent avec la certitude de 2 personnes qui avaient enfin trouvé leur place dans le monde, non pas malgré l'obscurité de l'un et la lumière de l'autre, mais grâce à elle. 6 mois plus tard, Ha-Jun a commencé à légaliser ses activités, utilisant ses contacts et son influence pour bâtir une structure pérenne. Ce fut un processus long et difficile, ponctué de rechutes dans les violences passées. Mais Nila était toujours là. Non pas pour le consoler, mais pour lui rappeler qu'il avait le choix. Ce pouvoir pouvait signifier protéger plutôt que détruire. Ce partenariat était plus fort que le contrôle. Le jour où Ha-Jun annonça la création d'une importante fondation caritative au nom de sa défunte mère, dédiée à l'aide aux immigrants coréens et aux communautés marginalisées, Nila se tenait à ses côtés. Non pas comme son assistante ou sa maîtresse secrète, mais comme sa partenaire déclarée. Les journalistes ont posé des questions sur leur rencontre et sur la relation inhabituelle entre le PDG et son assistante. Ha-Jun s'est contenté de sourire et d'attirer Nila plus près de lui. « Elle m'a sauvé », dit-il simplement, « de moi-même, du chemin que j'empruntais, du monstre que mon père voulait que je devienne. Et je passerai le reste de ma vie à la protéger, à l'honorer et à essayer d'être digne d'elle. » Nila regarda l'homme qui avait fait tomber ses barrières, qui l'avait défié, effrayé, mis en colère, et qui avait finalement conquis son cœur non par la force, mais par sa vulnérabilité. Celui qui avait choisi de changer, non parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'elle l'inspirait.
Qui m'a offert ces fleurs ?» murmura-t-elle, se souvenant du point de départ de toute l'histoire. Ha-Jun rit, un rire riche et authentique qu'elle ne se lassait jamais d'entendre. L'idiot qui a déclenché ma jalousie et m'a forcé à enfin agir. Je vais envoyer un cadeau de remerciement à Marcus Chen. Est-il toujours à Séoul? Non, je l'ai laissé revenir il y a 2 mois. Je lui ai même donné une promotion. Après tout, il m'a rendu service. Il m'a fait comprendre que j'étais sur le point de perdre ce que j'avais de plus précieux parce que j'étais trop lâche pour prendre le risque. Nila se pencha et l'embrassa tendrement. Tu n'es pas un lâche. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Il faut un courage immense pour changer qui l'on est. Je n'ai pas changé, la corrigea Ha-Jun en lui caressant le visage avec respect. Tu m'as seulement aidé à devenir la meilleure version de moi-même, celle que j'ai toujours voulu être, mais que je ne savais pas comment. Et tandis qu'il se tenait au sommet de la tour Baek, contemplant la ville qui avait jadis été sienne par peur et qui était désormais la leur par le partenariat, Nila sut qu'elle avait fait le bon choix. Ce n'était pas facile, ce n'était pas simple, ce n'était pas le genre d'histoire d'amour féerique dont on chante les louanges, mais c'était réel. C'était à eux, et cela suffisait.